Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag. Au sommaire aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du nouvel exemplaire très attendu de Charlie Hebdo, prévu ce mercredi, nous reviendrons sur les carrières des dessinateurs mythiques d'un journal insubmersible. Puis le portrait d'une jeune femme à la gueule d'ange, mais au rythme endiablé qui fait vibrer ses percussions comme personne d'autre. Enfin, direction le Sri Lanka où le pape François va se rendre au site catholique le plus sacré du pays, l'église Notre-Dame de Madhu, qui se prépare à passer sous le feu des projecteurs. Nous vous en offrirons un aperçu. Le journal sortira la semaine prochaine. L'unique bonne nouvelle à la suite du drame qui a touché Charlie Hebdo la semaine dernière. L'avocat du journal, Richard Malka, l'a très vite confirmé. Nous aurons le droit à un nouvel exemplaire du magazine qui va être tiré à 3 millions d'exemplaires ce mercredi. Les recettes de ce numéro seront entièrement reversées aux familles des victimes. Et puis Charb, Cabu, Wolinski, ces noms qui résonneront à jamais dans nos têtes. Incarnation de la liberté d'expression, mais aussi de l'insolence et de la satire à la française. Nous vous proposons un portrait de ces dessinateurs, ces personnalités indomptables qui ont été sauvagement abattues parce qu'ils voulaient simplement faire rire Sandy Fortis. Son dernier dessin aura malheureusement été prémonitoire. Stéphane Charbonnier, dit Charb, était le directeur de la publication de Charlie Hebdo depuis le départ de Philippe Val en 2009. Né en 1967, il avait publié ses premiers dessins dans le journal de son collège à Pontoise. En 1992, il participe à la refondation du journal. Charb cultivait un humour féroce. Sa rubrique s'intitulait « Charb n'aime pas les gens ». Il collaborait régulièrement pour d'autres magazines comme Fluide Glacial. Finalement, vous l'avez pas assouvi. C'est lui encore qui croquait les invités de l'émission « T'empêche tout le monde de dormir » de Marc-Olivier Fogiel. Cible de nombreuses menaces depuis la publication des caricatures de Mahomet qui avaient fait scandale dans le monde musulman, il bénéficiait d'une protection policière depuis l'incendie criminel du journal en 2011. Cabu, grande figure de la caricature satirique. Il a signé des dessins pour la plupart des quotidiens et magazines. De son vrai nom, Jean Cabu, celui qui aurait eu 76 ans dans quelques jours a démarré sa carrière dans les années 60 chez Harakiri, ancêtre de Charlie Hebdo. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre Wolinski. Dans les années 70 et 80, il a publié de nombreux albums, mais il se spécialise rapidement dans la caricature politique. Après avoir créé Le Grand Duduche et Mon Beauf pour Pilote, il devient l'un des croqueurs fétiches du Canard enchaîné. Sa coupe à la Mireille Mathieu, son regard d'ado attardé et son dessin acéré, Cabu s'est tout autant impliqué dans des émissions pour enfants comme Récré à deux, aux côtés de Dorothée, que Droit de réponse de Michel Polac. C'est en 1969 qu'il participe à la nouvelle aventure de Charlie Hebdo. Georges Wolinski, appelé Wolinski, doyen et père spirituel de nombreux dessinateurs et caricaturistes. Né à Tunis en 1934, d'une mère franco-italienne et d'un père juif polonais, il entre chez Harakiri en 1960, puis chez Charlie Hebdo en 1969. Grand contestataire, pur produit de mai 68, il introduit le ton satirique avec le journal Enragé qu'il crée avec Ciné. On lui doit également des films et des pièces de théâtre comme Le Roi des cons. Grand amoureux de la vie, inspiré et peut-être même effrayé par les femmes qu'il croquait parfois comme des tigresses, on retrouvait son coup de crayon dans de nombreuses publications, notamment L'Humanité, le JDD, le Nouvel Observateur et Paris Match. En septembre dernier, les éditions Le Seuil publiaient son dernier ouvrage, Le Village des femmes, son tout premier roman graphique. Autant de talents partis en quelques secondes, Charb disait qu'il préférait mourir debout que vivre à genoux. Ils sont tous morts debout. Et Anita Ekberg n'est plus ancienne Miss Suède. Elle avait été érigée au rang d'icône sensuelle pour son rôle dans la Dolce Vita de Federico Fellini. C'était en 1960, où on la voit dans la fontaine de Trévi avec sa robe bustier pour rejoindre les bras de Marcello Mastroianni. L'une des scènes les plus iconiques du cinéma qui n'avait pas manqué de choquer le Vatican à l'époque. Ekberg est morte à Rome dimanche matin. Elle était hospitalisée depuis la Noël pour une série de maladies et elle était en chaise roulante depuis plusieurs années. Ciao Bella. Et cette semaine sort au cinéma The Cut, dont l'histoire prend racine en 1915, au moment du génocide arménien, sujet très rarement traité au cinéma et qui soulève souvent la polémique. Tahar Rahim incarne dans ce film un homme muet qui se lancera dans une quête éperdue afin de retrouver ses deux filles, possiblement épargnées, elles, par le massacre des Arméniens par les Turcs, qui a déjà fait pour victime sa femme. Le film a été réalisé par le germano-turc Fatih Akin, qui nous offre un film courageux,
ambitieux et honnête en dépit de ce sujet extrêmement tabou dans son pays d'origine. À suivre, l'entrepreneuriat africain et la découverte du lieu le plus culte du Sri Lanka, c'est tout de suite après les highlights. Première exposition complète de l'œuvre de Giovanni Battista Moroni au Royaume-Uni, l'occasion de découvrir ce grand portraitiste, l'un des plus grands de l'Italie du XVIe siècle. Si son nom n'est pas très connu, son travail, lui, l'est et fait l'objet de cette grande exposition à Londres. Connu pour parfaitement reproduire l'expression de ses sujets, il a peint des portraits qui sont aussi pénétrants et puissants aujourd'hui qu'il y a 400 ans. Ses modèles, ses contemporains, hommes et femmes élégants de la haute société, membres de la classe moyenne, autant d'œuvres parmi lesquelles le célèbre tailleur, très apprécié à l'époque, tout comme aujourd'hui. Une exposition qui célèbre l'ensemble de la carrière de l'artiste avant-gardiste qui a su anticiper le style réaliste du grand Caravage et de Monet. On va partir maintenant à la découverte de femmes qui, et c'est le moins qu'on puisse dire, ont le rythme dans la peau, avec ce portrait notamment de la jeune israélienne Metal Cohen qui ferait presque rougir Led Zeppelin. Reportage. Avec sa petite taille et son large sourire, Metal Cohen possède une rapidité et une dextérité exceptionnelles à la batterie. Un talent qui suscite l'enthousiasme de nombreux percussionnistes dans le monde. Sur les réseaux sociaux, elle est l'une des batteuses les plus suivies. Parmi ses fans, des métallos, des ados, des pompiers et même des petits-enfants. Mais qui est donc Metal et comment en est-elle arrivée là ? Née à Ramat Gan en Israël en 1984, elle est la benjamine d'une fratrie de 7 enfants. À 7 ans, son père est tué sur un trottoir renversé par un chauffard ivre. Sa mère élève donc toute seule cette grande famille. À 18 ans, Metal se met à la batterie et en même temps, elle fait son service militaire. À 21 ans, elle réalise son rêve et entre à l'Académie de musique de Los Angeles. Mais son rêve est brisé par un accident de voiture. Mais le vent tourne pour Metal. Elle décide de mettre en ligne la vidéo du show L'Amérique a du talent, précisément la séquence où elle n'est pas retenue pour l'émission. Sa reprise de Toxicity de System of a Down devient rapidement virale. Forte de son succès, la batteuse met en ligne d'autres vidéos, des reprises des classiques hard rock et metal. Résultat, 115 millions de vues cumulées et plus d'1 million de vues sur Facebook. En 2013, elle fait appel au crowdfunding, le financement de masse pour sortir son premier album. Elle a fait besoin de 60 000 $, elle en recevra 144 000. Un succès qui va lui permettre de collaborer avec des grands noms de Pharrell à Nelly Furtado. En plus d'être un phénomène YouTube, Metal est devenue une experte du marketing. Elle vend en ligne des leçons virtuelles de batterie, DVD, t-shirts et toute une série de produits dérivés. Si vous pensez qu'elle est la seule batteuse, détrompez-vous, la compétition est rude sur YouTube et les préjugés machistes ont bon dos. Parmi les stars des baguettes, on retrouve la jeune japonaise Senri Kawaguchi. Originaire de Montréal, la québécoise Emmanuelle Caplet a elle aussi son fan club. En Argentine, la percussionniste Nea Batera et ses pointes teintées en rose fait elle aussi le buzz. Enfin, autre bizarrerie du web, la batteuse aux cheveux roses Mary Voiles. Cette américaine se déchaîne sur sa batterie et en bonus livre ses confidences hot. Je pense qu'on vit dans une société merdique qu'on a créée et perpétuée car le sexe est aussi naturel que de manger ou de digérer ou d'aller aux toilettes. Pour résumer, les femmes batteuses ont du talent. Le machisme et le sexisme ont peut-être laissé entendre que les baguettes, c'est une affaire d'hommes chevelus et testostéronés. Erreur, selon Lane Raymond, chercheuse spécialisée dans la batterie, des objets archéologiques et des peintures nous apprennent qu'au départ, les vrais percussionnistes, ce sont les femmes. Elle en a même fait un livre titré « When the Drummers Were Women ». Elle explique que les percussions étaient connotées avec la naissance et la fertilité, et donc c'était sacré pour les femmes. Elles en jouaient au cours de rituels religieux. Metal Cohen est donc une digne descendante de cette tradition.
Une petite église nichée dans la jungle au Sri Lanka, considérée comme un havre d'harmonie religieuse dans une zone longtemps déchirée par la guerre, se prépare à recevoir le pape François, porteur de son propre message de paix. Reportage. Un lieu de culte au cœur de la jungle, bientôt sous le feu des projecteurs. L'église Notre-Dame de Madhu, dans le nord du Sri Lanka, est l'un des sites catholiques les plus sacrés du pays. Les pèlerins n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir s'y recueillir. Un visiteur de marque s'apprête à les rejoindre, le pape François, dans le cadre de sa tournée de 3 jours au Sri Lanka. C'est le site le plus sacré, c'est pour ça que les gens viennent. C'est pour ça que des personnes d'autres religions, bouddhistes, musulmanes, viennent aussi. Elles ne vont pas à d'autres églises, c'est une église pour tous. Et c'est pour ça que le pape vient ici. Sa visite intervient dans une zone déchirée pendant des décennies par les conflits. Vieille de 450 ans, la statue de la Vierge Marie a manqué d'être détruite lors des affrontements opposant séparatistes tamouls et forces du gouvernement lors de la guerre civile qui s'est achevée en 2009. L'armée a voulu prendre la ville de Madhu, qui était sous contrôle des séparatistes tamouls. Donc ils se sont battus et c'est pour ça que nous n'avons pas pu rester là, parce que les affrontements se sont intensifiés dans l'église. J'ai dû prendre la statue et toutes nos affaires et quitter cet endroit jusqu'à ce que le conflit soit fini dans la zone. Les préparatifs pour la visite du pape durent depuis 6 mois. Une chapelle a été construite pour l'occasion et quasiment prête à recevoir sa bénédiction. Nous construisons une plateforme d'atterrissage pour hélicoptères et une route. Et avec d'autres équipements, nous sommes en train de rénover les sanitaires et autres structures nécessaires pour les visiteurs. Nous attendons plus de 600 000 personnes. Les catholiques représentent environ 6% des 20 millions d'habitants de ce pays à majorité bouddhiste. La dernière visite d'un pape au Sri Lanka remonte à 1995, en pleine guerre civile. Celle-ci est l'occasion pour la nation, qui vient d'élire un nouveau président issu de l'opposition, d'afficher son unité, tout juste retrouvée. L'Afrique est l'un des plus grands producteurs de café au monde, mais rares sont les Africains qui ont l'habitude de déguster un cappuccino ou un autre latte. C'est avec ce constat qu'un jeune entrepreneur nigérien a lancé la chaîne Neo. Il espère conquérir les grandes villes du continent. Il se rêve en quelque sorte tel un Starbucks africain. On regarde tout de suite ce reportage. Les grains de café cultivés dans les collines du Rwanda ont longtemps été destinés à être exportés loin du continent africain, en Europe ou aux États-Unis. On peut désormais déguster un arabica rwandais à Lagos, au Nigeria, en expresso ou dans un cappuccino, dans un des établissements de la marque Neo. Le Nigérian Ngozi Dossier a eu l'idée de créer une chaîne de café 100% africaine à destination des Africains et en a fait son principal argument de vente. Neo en Tswana, la langue du Botswana, ça veut dire cadeau. Et bien sûr, ça veut aussi dire nouveau en latin. Il s'agit d'une nouvelle approche du café où nous, en tant qu'Africains, nous buvons le café que nous produisons, qui nous a été donné en cadeau, au lieu de l'exporter et d'importer des cafés de qualité inférieure. Le Rwandais Kaitana Bosco, passionné de café, est venu de Kigali pour former des Nigérians à l'art du cappuccino. Au Nigeria, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la consommation de café est une habitude de vie récente, importée par les Africains qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. 99% de nos clients sont des returnees, des Nigérians qui reviennent au pays ou bien des étrangers. Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de voyager dans des pays occidentaux, en Europe. L'homme d'affaires nigérian Chukwu Emwa, qui a longtemps vécu aux États-Unis, fait partie de ces returnees, devenus accros au café en fréquentant la chaîne américaine Starbucks. Je suis un adepte du Starbucks. Chaque fois que je vais aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger, je cherche un Starbucks et je me prends un café. Et maintenant qu'il y a Neo, je viens au café Neo pour mon café latte.
Pour l'instant, Neo compte 3 branches à Lagos et une à Kigali, au Rwanda. Mais la chaîne se rêve déjà en Starbucks africain, avec des cafés dans toutes les grandes capitales du continent. En tout cas, le nom est accrocheur. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Et je le rappelle, Charlie Hebdo sort son nouveau numéro ce mercredi avec une nouvelle fois le prophète Mahomet en couverture que vous pouvez découvrir sur ces images certainement. Les bénéfices seront reversés aux familles des victimes. Alors n'hésitez pas à courir dans vos points de presse pour vous le procurer et leur apporter votre soutien. En attendant, l'info continue ici sur i24 News. Vous pouvez retrouver ce magazine et puis toutes les autres émissions sur notre site internet i24news.tv. Bon retour sur la planète Terre.